alors que le président réélu Mesdames va et prendre messieurs, la parole. À l'heure où les Français me confient à nouveau la plus haute charge, la conscience de la gravité des temps m'accompagne. Et du retour de la guerre en Europe à la pandémie, en passant par l'urgence écologique et tant de crises que vous venez, Président, à l'instant d'évoquer, rarement notre monde et notre pays n'avaient été confrontés à une telle conjonction de défis. Là où de nombreux peuples ont décidé le repli, cédé parfois à la tentation nationaliste, à la nostalgie du passé, aux sirènes d'idéologie dont nous pensions avoir quitté les rives au siècle précédent, le peuple français a fait le choix d'un projet clair et explicite d'avenir. Un projet républicain et européen. Un projet d'indépendance dans un monde déstabilisé. Un projet de progrès scientifique, social et écologique. Un projet fidèle à l'esprit qui, depuis les Lumières, n'a cessé de souffler sur nos terres, tournant le dos aux démagogies faciles. Ce choix s'inscrit dans l'histoire de notre République. Et la présence ici de mes deux prédécesseurs, que je remercie pour cela, en témoigne. Ce choix souverain m'oblige. Car c'est bien le peuple français, celui qui désigne ses représentants, et en particulier le président de la République, qui m'investit de ce mandat en ce jour. Oui, le peuple français n'a pas prolongé le mandat qui s'achève, commencé le 14 mai 2017. Ce peuple nouveau, différent d'il y a 5 ans, a confié à un président nouveau un mandat nouveau. Le temps qui s'ouvre sera celui d'une action résolue pour la France et pour l'Europe. Agir d'abord pour éviter toute escalade suite à l'agression russe en Ukraine, aider la démocratie et le courage à l'emporter, bâtir une nouvelle paix européenne et une nouvelle autonomie sur notre continent. Agir pour faire de notre pays une puissance agricole, industrielle, scientifique et créative plus forte, en simplifiant nos règles et en investissant pour cette France de 2030. Agir pour bâtir une société du plein emploi et d'un juste partage de la valeur ajoutée, car la France a besoin de continuer de produire et d'innover davantage. Agir pour faire de notre pays la grande puissance écologique qu'il a à être par une transformation radicale de nos moyens de produire, de nous déplacer, de vivre en métropole comme dans nos outre-mer. Agir pour continuer de nous attaquer aux inégalités à la racine en refondant notre école et notre santé. Une école toujours plus inclusive, formant aux savoirs fondamentaux et forgeant des esprits républicains. Une école ouvrant à la culture et au sport, nous qui aurons à accueillir les Jeux Olympiques en 2024. Une santé accessible partout sur le territoire, en formant, en améliorant les conditions de travail et en prévenant mieux les maladies. Agir pour continuer de construire des progrès pour chacun et œuvrer à l'égalité entre les femmes et les hommes. Agir pour continuer de protéger nos compatriotes par une armée forte, engagée sur tous les continents et en luttant contre les insécurités du quotidien, du terrorisme qui rôde toujours et des nouvelles menaces comme le cyber. Agir enfin pour réunir, rassembler nos territoires, des ruralités aux quartiers populaires, des métropoles à nos outre-mer. Oui, agir sans relâche, avec un cap, celui d'être une nation plus indépendante, de vivre mieux et de construire nos réponses françaises et européennes aux défis de notre siècle. Cette action, nous le savons tous, s'inscrit à un moment de la vie de notre nation où les peurs sont là, nombreuses, autant que les fractures. Agir ne signifiera donc pas administrer le pays, enchaîner des réformes comme on donnerait des solutions toutes faites à notre peuple. L'action, en ces temps, est jumelle du rassemblement
du respect, de la considération, de l'association de tous. C'est pourquoi il nous faut tous ensemble inventer une méthode nouvelle, loin des rites et chorégraphies usées, par laquelle nous pourrons seuls bâtir un nouveau contrat productif, social et écologique. Car rassembler et pacifier ne saurait signifier accepter de ne plus rien faire ou oublier nos responsabilités. En partageant les objectifs, les ambitions et les responsabilités au niveau national, en faisant travailler ensemble le gouvernement, son administration, le Parlement, les partenaires sociaux, les associations, et en associant partout à travers le pays l'ensemble des forces vives, politiques, économiques, sociales et culturelles pour décider et faire. En planifiant, en réformant, en associant, je suis sûr que notre pays peut en même temps décider de grandes ambitions nationales et libérer la créativité et les initiatives partout dans le pays. Surtout, ce sera là le fondement de la renaissance démocratique dont notre pays a besoin. Elle sera bien entendu aussi institutionnelle et politique, mais elle doit être en acte et dans la pratique de chaque jour. Et chacun y aura sa part de responsabilité. Mesdames et messieurs, notre passé en est l'ardent témoignage. C'est dans les temps les plus difficiles que la France révèle le meilleur d'elle-même. C'est lorsque se lève le vent du tragique que nous, Français, trouvons la force de nous hisser au-delà de nous-mêmes pour écrire l'histoire à l'encre de l'universel. Nous en sommes là. À ce moment où le siècle bascule et où, dans le grand dérèglement planétaire, nous avons ensemble à tracer un chemin et à montrer une voie. Ma conviction est faite. Ayons le courage de regarder le réel en face pour mieux concrétiser notre idéal, plutôt que de nous laisser aller à d'illusoires chimères. Soyons fidèles aux valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité, qui nous font depuis 1789 et que nous avons collectivement choisi le 24 avril. Chérissons en bloc cette histoire millénaire qui nous lie les uns aux autres, cette culture à part, cette langue dont l'abbé Grégoire disait qu'elle est l'idiome de l'universel. Continuons d'aimer la République et tout ce qu'elle emporte. La prééminence de la volonté générale sur les intérêts particuliers, la reconnaissance du verdict des urnes, le respect de la loi comme clé de voûte du contrat social. Aimons notre patrie, comme ce trésor de géographie, de paysage, où depuis le plateau de Gergovie jusqu'aux confins des Marquises, depuis les Pyrénées de mon enfance jusqu'à mes plaines picardes, on sent battre le cœur de ce vieux peuple enraciné qui a offert au monde les rêves les plus fous, l'humanisme, les lumières, les droits de l'homme. Alors oui, la France n'aura pas fini d'inspirer le monde. De la confiance accordée par le peuple français, je me sais redevable. Cette confiance, toujours fragile, chaque matin remise en cause, est le socle de notre régime de liberté. Chaque jour du mandat qui s'ouvre, je n'aurai qu'une boussole, servir. Servir notre pays, miracle de la volonté et de la liberté des hommes. Servir nos concitoyens, dont le sens du devoir et l'amour de la patrie sont nos plus sûrs atouts. Servir nos enfants et notre jeunesse, vers lesquels mes pensées vont en cet instant, et à qui je fais le serment de léguer une planète plus vivable et une France plus vivante et plus forte. Vive la République et vive la France.
Voilà donc pour ce discours, un peu plus court, et c'est logique, Adrien Gindre, que le discours de 2017 qui avait duré, je crois, 11 minutes. Voilà, il y a ce une discours minute qui a de duré à moins, peu près 9 minutes. Un point peut-être à retenir, la toute première phrase. Ceci est un mandat nouveau, ce n'est pas la continuité du mandat précédent. Tout doit être nouveau. Le mandat donné à Emmanuel Macron pour un second mandat n'est pas le même que le premier. Absolument. D'ailleurs, depuis plusieurs jours, son entourage se bat contre le mot de réinvestiture. Pour eux, il s'agit bien d'une investiture pour un mandat différent. On l'a entendu avec deux verbes que le président de la République a répétés à très nombreuses reprises, agir et servir, qui ont structuré son discours. Et cette phrase de fin qui a été travaillée depuis plusieurs jours, le serment de léguer la planète plus vivable et la France plus forte. Et voilà, le baryton dont nous parlions tout à l'heure, Don Giovanni, Mozart, l'air du champagne. Faute de champagne dans les coupes, il y en a dans les oreilles. On a aperçu ces plans furtifs et ô combien intéressants. Le père d'Emmanuel Macron, col ouvert, très décontracté, ses apartés, les poignées de main appuyées avec François Bayrou à l'instant, Stanislas Guérini que l'on voit, dont on voit la calvitie tout en haut à gauche de l'écran, avec la main sur l'épaule, Gabriel Attal, tout sourire. Le jeune ministre de la Ve République et qui compte bien effectivement rester dans ce gouvernement. On a aperçu également à l'instant ceux qui ont contribué à travailler ce discours que l'on vient d'entendre. Bruno Roger-Petit à la droite de l'écran, juste un tout petit peu plus loin, Jonathan Guémas qui est la plume du président de la République. Et là, on voit le gouvernement toujours en place, donc on le rappelle, puisqu'il n'a pas démissionné. Et Jean-Baptiste Lemoyne, cet homme avec la chevelure poivre et sel au milieu. Et puis on a vu, point important, que Emmanuel Macron avait une sorte de Bristol, de carton, avec une écriture manuscrite au milieu de son discours, qu'il a achevé, nous dit-on, avec sa plume, Jonathan Guémas, quelques instants, quelques minutes avant d'aller dans la salle des fêtes. Je vous le certifie pour avoir parlé avec la plume de ce discours encore ce matin. Il n'avait pas lui-même la toute dernière version du discours, puisque le président de la République était encore en train de la retoucher. Il y avait plusieurs incertitudes encore sur la manière dont Emmanuel Macron voudrait aborder ce propos, et c'était en particulier cette phrase de fin, là alors qu'on le voit saluer effectivement. Regardez. Dans une complicité essayons qui n'est pas feinte. Essayons d'écouter peut-être. On va calculer, assurer les poignées. Un petit peu moins chaleureux avec Nicolas Sarkozy. Pardonnez-moi de faire du décryptage de langage gestuel, mais il n'y a pas la main sur l'épaule ou la main sur le bras, mais il y a des échanges. Il n'y a plus la même relation, disons. Et puis il y a dans cette assemblée également, Gilles, on peut se livrer à ce petit jeu, un certain nombre de premiers ministrables potentiels, puisque Emmanuel Macron, il y a quelques jours, a dit qu'il cherchait une personnalité qui soit sur les sujets sociaux, écologiques et productifs, et qu'il a encore esquissé dans sa prise de parole à l'instant. Une accolade très amicale, presque fraternelle. Pour un homme qui est ministre depuis 10 ans avec Jean-Yves Le Drian. Il a réalisé l'intégralité du quinquennat de François Hollande et l'intégralité du quinquennat d'Emmanuel Macron, ce qui lui confère une légitimité et une longévité surtout inégalée. Jacqueline Gourault, ancienne ministre, maintenant au Conseil constitutionnel, nommée par et sous ce quinquennat-là, il y a quelques semaines à peine. Et puis, un mètre derrière, cet homme dont les sondages nous disaient à l'été 2016 qu'il serait président de la République, Alain Juppé, qui a perdu la primaire de droite. Qui aurait pu effectivement être le président sortant de ce quinquennat-là si tout cela s'était réalisé et passé comme prévu. Or, on sait combien la présidentielle 2017, à tous égards, à la fois dans les primaires puis dans la présidentielle en elle-même, s'est passée de manière inattendue. Cette folle campagne, avec quelques secondes de retard, je voulais qu'on insiste sur cette bise partagée entre Brigitte Macron et Nicolas Sarkozy. Ces deux-là ont un lien, il y a un lien... Un lien personnel et un lien politique, parce que Brigitte Macron ne s'est jamais cachée d'avoir voté Nicolas Sarkozy par le passé, d'être elle-même à titre personnel plutôt d'une tradition de droite, davantage que socialiste. Et on sait qu'il y a un lien entre les deux fréquent et régulier. Regardez François Patriat, on en parlait tout à l'heure, deuxième rang à gauche. Soutien de la première heure et qui pour l'anecdote, lorsqu'il avait eu un très grave accident il y a plusieurs années maintenant, un accident de la route, avait décroché son téléphone et en premier appelé Emmanuel Macron pour l'appeler en secours et en soutien, ce qui dit la force de la relation entre les deux hommes. Les personnes que salue Emmanuel Macron sont tous les vice-présidents, vice-présidentes de l'Assemblée nationale. Ce qu'on appelle le bureau de l'Assemblée et du Sénat en l'occurrence, là, puisqu'il arrive sur les sénateurs. Eh oui.
Roger Carucci. Et qui représente ainsi tous les groupes politiques de l'Assemblée et du Sénat. Et, dans ces groupes figure également la France Insoumise, mais pas le Rassemblement National, lié à l'absence de groupe à l'Assemblée pour le Rassemblement National. François Patriat, regardez la main sur la joue gauche de François Patriat. Ce qui veut dire, tu as tant fait pour moi. Peut-être un mot de décryptage. François Patriat, ce n'est pas un secret, a beaucoup œuvré pour rallier au panache d'Emmanuel Macron des élus de sensibilité de gauche, ses anciens collègues du Parti socialiste. Absolument. Et sur les territoires aussi, il a un lien qui est très direct avec un certain nombre d'élus, bien sûr. Bariza Chiari, qui a été en fait l'une des premières cadres d'En Marche également. C'est une femme qui est moins connue, mais qui a joué un rôle très important dans la structuration politique du mouvement également. Et là, juste à gauche du président, la prochaine personne qu'il va saluer, veillant son uniforme, le chef d'état-major des armées, Thierry Burkhardt. Les chefs d'état-major depuis un peu moins d'un an, depuis 2021. Que se disent-ils? Tendons l'oreille. L'amiral Roland, qui est le chef d'état-major particulier du président de la République, c'est le militaire de haut rang qui est le plus proche physiquement du président et qui est le garant du fait que les idées maîtresses du président et ses ordres sont bien transmis. Regardez Pierre. Écoutons. Édouard Philippe. Oui, non, exactement. Mon Dieu, que se disent-ils? Il y a du dit et du non dit. Quoi qu'il advienne, la Il n'était pas un Constitution... soutien en 2017, rappelons-le, avant d'être nommé Premier ministre, Édouard Philippe n'avait pas fait la campagne d'Emmanuel Macron. Ah non, il était dans le dernier carré des juppéistes. Il était l'un des conseillers avec Gilles Boyer. Il était du côté d'Alain Juppé. Il a été un Premier ministre actif, respecté, populaire. Et vous noterez par ailleurs que c'est un ancien Premier ministre, il n'est plus placé désormais au tout premier rang qu'on a vu tout à l'heure, loin des anciens chefs d'État, loin de l'ancien du gouvernement sortant. Il est là parmi les invités parlementaires. Parce que parmi ces 500 invités, peut-être figure le prochain président ou la prochaine présidente, puisque quoi qu'il advienne, au terme de la Constitution, Emmanuel Macron ne se représentera pas en 2027. Et donc on dit toujours qu'à l'aube d'une réélection, le mandat s'achève. Pierre-René Lemas. Absolument. Le mandat s'achève la semaine prochaine, en réalité. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit dans ce qu'on voit à l'écran qu'on va trouver la clé. La clé, parce que là, nous voyons la Cour des comptes, les représentants des cultes. Je crois même avoir vu mon successeur à la tête de la Caisse des dépôts et consignations, qui est juste derrière le premier président de la Cour, et le préfet de police. Tous les cultes ont été confiés d'ailleurs. Sabrina, précisons juste, parce que c'est quand même important, que les représentants du culte juif ne sont pas là aujourd'hui, non pas parce qu'ils boycottent cette cérémonie, samedi. Parce que nous sommes effectivement samedi et que Shabbat les contraint, mais ce n'est bien évidemment pas un acte politique. Marc Guillaume, qui est le préfet d'Île-de-France. Et puis, Bonjour, vous allez bien? les invités. On en a parlé tout à l'heure avec... Merci à vous. les choix qui ont été faits par Emmanuel Macron et son entourage d'honorer, Bonjour. de rendre hommage, alors qu'on voit le préfet de police à droite, Didier Lallemand, Martine Brousse, Martine Brousse. présidente de la Voix de l'Enfant, Oui. l'association. Pardon, j'ai perdu ma voix encore. Comment ça va? Très bien. L'émotion. L'émotion. Félicitations. Ouais. Jean-Marie Bockel. Ah oui, c'est terminé. Merci d'être là. Je sais que tu as... Jean-Marie Bockel derrière, qui a lui-même perdu un fils Voilà. en opération, Au Mali. En 2019. qui en l'occurrence connaît mieux que personne ce qui est la douleur que peut représenter une intervention extérieure de la France. Merci à toi. Échange avec Brahim Asloum. Comment vas-tu?